L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons Jean-Jacques Urvoas, l'ancien garde des Sceaux, qui participe au colloque sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Un colloque qui débute aujourd'hui. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Jean-Jacques Urvoas. Bonjour monsieur. Vous faites partie des experts qui vont échanger sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On arrive au terme de l'accord de Nouméa. Est-ce qu'à votre avis, les Calédoniens ont assez mûri leur réflexion sur ce sujet ? Ouh là là, alors ne me demandez surtout pas de parler des Calédoniens. Moi, je viens dans l'île comme à chaque fois avec beaucoup d'humilité parce que c'est un territoire qui est attachant et sur lequel l'histoire est en train de s'écrire. Et c'est d'ailleurs ça qui est très frappant, c'est-à-dire quand vous connaissez les Outre-mer, et j'adore les Outre-mer et je les regarde comme juriste parce que leurs statuts sont tous tellement différents et que ça montre que la France est capable de s'adapter. Quand je viens en Nouvelle-Calédonie, on sent le poids de l'histoire. C'est pas un vain mot. Et donc je ne sais pas si les Calédoniens ont réfléchi, mais en tout cas je veux être de ceux qui peuvent contribuer à faire émerger une forme de solution qui permette à ce pays de continuer à connaître la paix. Oui, l'accord politique qui a été trouvé lors du comité des signataires suscite déjà ici des divergences dans les rangs indépendantistes. Le RHIN, Rassemblement indépendantiste et nationaliste, dénonce un manque de transparence de la part de l'État, conteste les chiffres communiqués au comité des signataires et va jusqu'à parler de boycott du référendum. Alors est-ce qu'on va y arriver un jour ? Quel est votre sentiment ? Moi je suis convaincu que oui, parce que justement ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière démontre que les lois calédoniennes fonctionnent. Quand je dis les lois, vous avez ici comme devise terre de parole, terre de partage. Il faut parler. Et quand on parle, on arrive à se mettre d'accord. Et je crois qu'au fond, d'ailleurs, il n'y a pas une si grande divergence que ça. Et quand on parle, est-ce qu'on ne perd pas trop de temps ? Non, justement pas. C'est parce que l'on prend du temps que l'on arrive à des accords qui peuvent être solides. S'il y a 30 ans, on n'avait pas pris le temps, peut-être que l'on en serait aujourd'hui dans une situation qui serait beaucoup plus délicate. Qu'il y ait des Calédoniens et notamment des indépendantistes qui ne soient pas satisfaits, c'est bien la première fois que ça serait unanime. Mais j'ai entendu, moi, ceux qui participaient au comité des signataires, dire deux choses ensemble. D'abord, reconnaître l'implication de l'État, et elle est considérable puisqu'il est signataire de l'accord. Et le nouveau Premier ministre était attendu au tournant. On a connu des Premiers ministres qui ne s'intéressaient pas beaucoup à la Nouvelle-Calédonie. Un Premier ministre qui s'est fortement impliqué. Tout le monde je crois qu'il a bluffé tout le monde. Il a bluffé tout le monde parce qu'il ne s'est pas contenté d'être là. Il s'est montré acteur. Et je crois que quand il va venir dans une quinzaine de jours sur le territoire, il va continuer à le faire. C'est ce que vous souhaitiez également. Vous souhaitiez que le Premier ministre, que le gouvernement prenne le dossier en main et se montre volontaire. Dans les lois calédoniennes que j'essaie d'élever, il y a le fait qu'il faut parler, le fait qu'on se parle plus facilement manifestement à Matignon, et puis il faut que le Premier ministre s'en occupe. Et je crois qu'il s'inscrit dans la grande lignée des Premiers ministres qui ont décidé de faire de la Calédonie une priorité. Je crois d'ailleurs qu'il va venir passer beaucoup de temps sur l'île, et ça sera une très bonne chose parce qu'il ne la connaît pas. Il connaît les Calédoniens à Paris, mais il ne connaît pas encore les Calédoniens en Calédonie. Et il porte cette espèce d'ardente obligation de rechercher du consensus. Donc voilà pourquoi je suis, moi, optimiste. Ceux qui ne le sont pas, moi, je les respecte toujours. Il faut maintenant, dans les modalités techniques de l'accord, qu'on arrive à démontrer que la bonne foi était des deux côtés. Jean-Jacques Urvoas, ça veut dire que le Premier ministre vous a écouté ? Oh, j'espère pas que moi, parce que je ne suis pas le seul à lui parler. Je lui ai dit 3 ou 4 choses auxquelles j'étais attaché, à savoir justement qu'il fallait que ça soit un dossier Matignon. C'est pas un dossier Élysée, c'est un dossier Matignon pour la Calédonie. Qu'il fallait aussi considérer que l'État n'était pas un greffier de l'accord, qu'il a le droit d'avoir des positions, qu'on attend. Vous savez, j'ai vécu une petite histoire quand je suis venu ici avec Claude Barthelone. Nous avions écrit un discours pour dire que l'État serait aux côtés des Calédoniens parce que c'était pour nous une forme de respect de la Calédonie. Cela avait été ressenti comme étant une forme de désinvolture. Donc j'ai compris qu'il fallait que l'État dise plus clairement ce qu'il veut dans toutes les hypothèses. Je crois qu'Édouard Philippe fait partie de ceux qui vont dire clairement les choses. Et on parlera dans un instant du rôle que vous souhaitez jouer en Nouvelle-Calédonie et dans toutes ces questions autour de l'avenir institutionnel. On va parler du Palika tout d'abord, qui de son côté prône une stratégie d'ouverture, de dialogue. Paul Néaouti ne le cache pas, il porte le concept de pleine souveraineté avec partenariat. C'est très proche de votre analyse sur la création d'un État associé. Certains loyalistes sont contre cette idée. C'est le cas des Républicains calédoniens. Quand on vous taxe de faire le jeu des indépendantistes, vous répondez quoi ?
Franchement, je cherche à faire un jeu de personne. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'ai été garde des Sceaux. Je n'exerce plus aucun mandat politique et je n'ai pas l'intention dans les mois ou des années qui viennent d'en réexercer un nouveau. Je suis redevenu un universitaire, passionné par la Calédonie, venant ici avec beaucoup d'appétit parce que j'aime apprendre ce qui s'y écrit. Et c'est justement peut-être parce que je viens de loin que je peux regarder différemment les sujets. Quand j'entends les arguments de Paul Néaoutine et du Palika et qui veut l'indépendance, et il a toujours été clair, le mandat du Palika c'est l'indépendance, mais en même temps c'est pas l'indépendance tout de suite à n'importe quel prix. Il a toujours dit la logique économique dans laquelle il inscrivait son indépendance, c'est-à-dire que l'indépendance elle n'est pas destinée à faire baisser le niveau de vie des Calédoniens, de Kanaki, et donc il faut le temps, et Paul s'inscrit justement dans une démarche du temps. Mais il y a à côté en face de lui des interlocuteurs dont j'ai toujours trouvé bizarre qu'on n'arrive pas à les qualifier, qu'on dit toujours anti-indépendantistes ou loyalistes. Je crois qu'ils sont tous loyalistes à quelque chose. Donc en tout cas ceux qui préfèrent le rattachement à la France, eux ils ont aussi la conviction qu'ils ne reviendront pas en arrière. Et donc je crois qu'au fond, entre cette forme d'indépendance que cherchent des élus comme le Palika ou Victor Tutugoro ou Imapou, et d'autres qui acceptent l'idée qu'on peut continuer à avancer dans une forme d'autonomie, je ne suis pas certain que ça soit si différent que ça comme projet. Il y a un mot que vous avez forgé ici localement qui fait rêver partout, c'est le mot de destin commun. Mais tout le monde le dit, mais je n'entends pas beaucoup me le définir. Peut-être que si on commençait à le définir, alors on ne serait pas loin d'écrire la question du référendum. Oui, dans ce concept d'État, de souveraineté, de partenariat, d'État associé, vous dites qu'il faudra tout négocier. Mais justement, comment aujourd'hui négocier pour que rien ne change demain ? D'abord, vous avez raison de dire qu'il faut négocier. La solution ne viendra pas d'ailleurs que d'ici. Et il ne faut pas tout attendre du droit. C'est un juriste qui vous le dit. Lionel Jospin, en 97, a tordu le droit pour répondre à la demande calédonienne. Mais il faut quand même acter les souhaits de chacun. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que depuis des années, on nous explique que le référendum arrive entre 2014 et 2018 et en général, on me rajoutait, de toute façon, c'est encore assez loin. Mais maintenant, c'est plus loin. Donc il y a un prochain comité des signataires au mois de mars. Il faut maintenant, concrètement, effectivement, alors les anti-indépendantistes mettent sur la table leurs projets, je les ai lus, j'en parlerai demain dans mon propos. Moi, il y a des éléments du projet du FLNKS et du Palika appliqués à la justice qui m'inquiètent. Et je veux leur demander des explications sur comment ils conçoivent le service public pénitentiaire, comment on va composer les tribunaux. Mais il y a aussi une position de l'État qui doit être dit. Est-ce que l'État est là pour tout le temps, quel que soit l'accord ? Il y a des universitaires qui disent qu'il y a une inconstitution, que le fait que la Calédonie soit dans la Constitution est éternel. Je ne le crois pas. Je pense que ça peut sortir de la Constitution. Donc on est vraiment maintenant rentré dans le moment où on peut parler. Et je crois que c'est parce qu'ils se sont bien parlé à Paris que la confiance qui a toujours été le ciment de l'accord, elle est maintenant là. Donc profitons-en. Le Premier ministre va, j'imagine, venir la renforcer. Nous sommes avec Dominique Bussereau aujourd'hui venus apporter un éclairage, certainement pas donner des leçons, encore moins apporter des solutions. La confiance, vous en parliez, c'est un mot qui est ressorti aussi de ce comité des signataires. La confiance a été retrouvée, vraiment ? Je crois que oui, puisque quand nous avions regardé la composition des délégations qui arrivaient à Paris, je faisais de ceux qui n'étaient pas incroyablement optimistes. Il me semblait que certains membres des délégations n'étaient pas connus pour avoir une capacité à négocier des compromis et qu'ils avaient plutôt une envie d'affrontement. J'ai vu le congrès de l'Union calédonienne, le fait que le président Goa a été réélu. J'ai vu les propos de Roch Wamitan. J'ai entendu ce qu'a dit Sonia Backès. Sonia Backès qui, en général aussi, est assez tranchante dans ses points de vue et elle défend avec la vigueur qu'on lui connaît des positions qu'entendent les Nouméens, puisqu'elle avait fait un bon score aux élections législatives. Eh bien, tous ensemble, à Paris, ils ont réussi à dire « nous avons un bon accord politique ». Mais on ne pouvait pas espérer mieux. Maintenant, il faut le nourrir. Alors, l'accord politique, c'est une chose. Tout le monde est tombé d'accord sur le nombre de natifs, que ce soit coutumiers ou de droit commun, qui doivent être inscrits sur la liste référendaire. Aujourd'hui, il faut trouver un accord juridique, le traduire en tout cas. De quelle manière ça va se passer ? Est-ce qu'il faut modifier cette loi organique ? Ah, ça, c'est indubitable. Ça, un étudiant de première année de droit vous le confirmera. La loi organique doit changer dans son article
l'article 218. Le haut-commissaire en a le mandat. La ministre des Outre-mer le concrétisera. Ça ne me paraît pas être le plus dur à écrire, franchement. Je pense Certains indépendantistes se sont pourtant réservés contre la modification de cette loi. Qu'ils arrivent avec l'idée d'un a priori négatif, moi je prends ça très bien. Le tout, c'est qu'ils soient autour de la table et qu'ils arrivent, parce que là pour le coup je n'en serai pas, mais ils arrivent à poser les actes et à se dire est-ce qu'on a une réponse. Il y a toujours eu une réponse depuis 30 ans ici, toujours. Mais justement, ne faisons pas l'inverse. Partons pas du principe que le droit est compliqué et qu'on a du mal à concrétiser. Partons de l'inverse. On sait ce que l'on veut mettre maintenant dans cet accord. Mettons-le en droit. Les juristes, vous savez, il y a une très jolie formule de Jean Giraudoux dans une pièce qui s'appelle « La guerre de Troie n'aura pas lieu ». Et elle fait dire à son personnage principal, qui s'appelle Hector, « Le droit est la plus grande école de l'imagination ». Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, il participe ce week-end à un colloque sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On vous retrouve dans un instant.